Le 10 octobre 2025, des moteurs ont traversé Ouagadougou sans fanfare. Selon le récit source, la valeur évoquée tourne autour de 240 à 260 millions de dollars. Mais l'effet politique dépasse le chiffre. Acheter, former, maintenir sans demander la permission. Que change pour un pays du Sahel l'idée que la défense se choisit, surtout sous Ibrahim Traoré? Si cette nuit n'était pas seulement une livraison, alors elle annonce une doctrine, une souveraineté qui se finance, se coordonne, puis se rend visible au grand jour dans la région et change le calcul de tous les voisins. Cette analyse promet une chose précise: comprendre ce que ce choix militaire signifie réellement au-delà des images et des slogans. Il ne s'agit pas d'admirer une puissance montante ni de condamner un partenaire déclinant, mais d'examiner un calcul stratégique posé dans un contexte de vide sécuritaire prolongé. Le bénéfice pour le lecteur est clair: saisir comment une décision technique peut modifier un rapport de force régional et, surtout, les conditions de vie ordinaires qui en découlent. L'enjeu central se joue sur une ligne de fracture simple: attendre une protection conditionnelle, souvent lente et politiquement coûteuse, ou agir avec des ressources propres, au prix de risques nouveaux. Cette alternative n'est pas théorique. Elle touche la sécurité des routes, la confiance des populations, la crédibilité de l'État. En toile de fond, une question domine: quand l'attente devient plus chère que l'action, comment mesurer le vrai coût de la souveraineté? La suite démontre ce raisonnement étape par étape, sans héroïsation, en confrontant promesses, chiffres et conséquences observables. Voici d'abord un détail souvent sous-estimé. L'accord évoqué se situe entre 240 et 260 millions de dollars, financé sans prêts extérieurs et négocié directement entre les autorités burkinabées et un fournisseur chinois. Ce chiffre, confirmé par plusieurs sources de défense dans le récit, n'est pas un détail comptable. Il marque un basculement de méthode: payer comptant, intégrer formation et maintenance, et décider du calendrier sans validation politique extérieure. Dans un Sahel habitué aux délais et aux conditionnalités, ce point change l'équation dès le départ. Pour comprendre pourquoi ce choix a pris cette forme, il faut revenir au contexte immédiat. Après le retrait progressif de forces occidentales, la réduction de dispositifs américains et les coupes européennes, le nord du Burkina Faso reste exposé. Les routes logistiques demeurent fragiles, les villages vulnérables, et l'attente d'une stabilisation promise s'est étirée. Le vide n'est pas seulement militaire, il est psychologique. L'idée persistante que la sécurité doit être accordée par d'autres a pesé sur les décisions locales. C'est dans cet intervalle que s'inscrit l'option décrite sous Ibrahim Traoré. Le récit insiste sur un raisonnement pragmatique: comparer le coût cumulé de l'inaction au risque calculé de l'action. L'expédition nocturne n'est donc pas présentée comme une escalade, mais comme une déclaration d'agence. Elle signale que la défense peut être achetée, intégrée et exploitée localement plutôt qu'attendue sous forme d'assistance conditionnelle. Le contenu de la livraison renforce ce message. Véhicules d'appui, lance-roquettes, mortiers automoteurs, systèmes de commandement et logistique forment un écosystème, pas une vitrine. L'objectif implicite est la crédibilité opérationnelle, pas la démonstration symbolique. À ce stade, la question ouverte au P1 trouve sa première réponse partielle. Il ne s'agit pas seulement d'armes, mais d'un changement de posture qui redéfinit la notion même de partenariat sécuritaire dans la région. Dans le récit, le rôle de personnage guide n'est pas tenu par un individu isolé, mais par une fonction, celle d'un État qui reprend l'initiative. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le point de convergence de décisions prises sous contrainte, dans un environnement où chaque option comporte des coûts immédiats.
Le texte source ne le décrit pas comme un stratège abstrait, mais comme un décideur confronté à des routes exposées, des villages encore menacés et une pression constante pour produire des résultats de visibles. L'impact précoce de cette orientation se lit d'abord à l'échelle opérationnelle. L'intégration simultanée de matériel, de formation et de coordination permet une mise en service plus rapide que les schémas antérieurs fondés sur l'assistance fragmentée. Selon le récit, il ne s'agit pas d'accumuler des plateformes, mais de créer une chaîne cohérente capable de répondre sans attendre une validation extérieure. Cette cohérence est présentée comme un facteur de confiance pour les forces locales, longtemps habituées à opérer sous supervision. Un court microcas illustre cette dynamique. Dans des zones où les convois civils dépendaient auparavant d'escortes intermittentes, la présence de capacités mobiles et coordonnées change le calcul quotidien. Les routes ne deviennent pas sûres par miracle, mais la fréquence des patrouilles et la rapidité de réaction modifient la perception du risque. Pour les habitants, l'effet c'est moins spectaculaire qu'un défilé, mais plus tangible. Circuler, commercer, rester. La portée de cet impact reste volontairement mesurée. Le récit souligne que ces résultats sont initiaux et réversibles. Pourtant, ils suffisent à installer un message clair. La sécurité n'est plus seulement promise, elle commence à être produite localement. En une phrase, le so what se résume ainsi. Agir change le tempo, même avant de changer totalement l'équilibre. Avant le basculement, la séquence est connue et répétitive. Les alertes remontent, les partenaires débattent, les critères s'allongent. Les délais s'installent. Dans ce cadre, chaque incident renforce l'impression d'un temps qui joue contre l'État. Puis vient le point d'activation. La décision de ne plus attendre. Sous Ibrahim Traoré, l'option retenue n'est pas annoncée à l'avance, elle est exécutée. La logique est simple, réduire l'exposition politique, préserver l'effet de surprise, sécuriser l'acheminement. Le moment du basculement se déroule de nuit. Des convois traversent l'Ouest africain sans défiler ni communiquer. Ce silence n'est pas anecdotique. Il protège l'opération et surtout, il rompt avec une tradition où chaque geste dépendait d'une validation externe. À ce stade, l'événement n'est pas encore public, mais il est déjà décisif. La livraison agrège des capacités complémentaires, appui-feu, commandement, logistique. L'ensemble forme une réponse rapide, pensée pour fonctionner comme un système plutôt que comme une collection. Le point culminant n'est pas une bataille, mais une bascule de doctrine. Le récit insiste, ce n'est pas une escalade militaire, c'est un acte de maturité stratégique. Le contraste est frappant avec la période précédente. Là où les interventions extérieures promettaient une stabilisation progressive, les résultats tardaient. Ici, l'action est immédiate, même si ses effets doivent encore se consolider. Le coût de l'attente est explicitement jugé supérieur au coût de l'action. Les premières répercussions apparaissent rapidement. À l'intérieur, le message est politique autant qu'opérationnel. Les forces locales perçoivent un signal de confiance. Elles ne sont plus uniquement des exécutants sous supervision, mais des acteurs responsables d'un dispositif qu'elles contribuent à définir. À l'extérieur, les observateurs notent le précédent. Dans le Sahel, la décision n'est pas isolée. Elle est observée, comparée, discutée. Les capitales occidentales réagissent avec prudence, parfois avec inquiétude. Le récit décrit moins une colère qu'une surprise. Ce qui déstabilise n'est pas tant la présence chinoise que la disparition d'un monopole implicite. Pendant ce temps, Pékin cadre la relation comme une coopération capacitaire sans conditions politiques affichées. Ce cadrage renforce l'idée que le partenariat repose sur l'utilité et non sur l'alignement idéologique. Enfin, viennent consoniques les ondes de choc régionales. L'événement cesse d'être strictement burkinabé. Il devient un point de référence.
Des discussions s'ouvrent ailleurs sur la mutualisation, la coordination et la possibilité d'une réponse collective. À ce stade, la chronologie révèle son sens, l'activation discrète, le sommet doctrinal, puis la diffusion. La séquence n'est pas close, mais elle a déjà déplacé le centre de gravité du débat sécuritaire. Ce qui était impensable devient discutable, puis envisageable, pour d'autres acteurs confrontés au même dilemme. Pour commencer par les chiffres, l'accord est évalué entre 240 et 260 millions de dollars payés sans prêts extérieurs. Ce montant constitue la point de référence. Le écart principal apparaît dans la manière dont il est financé et utilisé. Ressources nationales, intégration immédiate de la formation et de la maintenance, et contrôle du calendrier par l'État acheteur. Autrement dit, la variable décisive n'est pas seulement la somme, mais la suppression des délais et des conditionnalités associées au modèle précédent. Autrement dit, payer comptant réduit l'exposition politique et accélère l'entrée en service. Un second indicateur concerne l'architecture livrée. Le récit détaille un ensemble cohérent. Véhicule d'appui V, N, 22B, lance-roquettes multiples S, R, 5, capable de frappe jusqu'à 70 km, mortiers automoteurs, unités de commandement et flotte logistique. La portée de 70 km n'est pas présentée comme une capacité offensive maximale, mais comme un changement d'échelle. Autrement dit, une portée accrue augmente la dissuasion en obligeant un adversaire à reconsidérer ses marges de manœuvre, sans multiplier les effectifs. Le troisième repère chiffré touche à l'environnement économique élargi. Entre 2000 et 2023, le commerce entre la Chine et l'Afrique dépasse 2300 milliards de dollars selon le récit, éclipsant les volumes cumulés de plusieurs partenaires occidentaux. Ce chiffre ne décrit pas uniquement un flux commercial. Il contextualise la disponibilité d'une offre industrielle et logistique déjà éprouvée. Autrement dit, un partenaire qui commerce à grande échelle dispose d'incitations à livrer rapidement et à maintenir des chaînes d'approvisionnement stables. Pris ensemble, ces chiffres dessinent un schéma. Sous Ibrahim Traoré, la décision n'est pas interprétée comme une fuite vers l'Est, mais comme un arbitrage fondé sur des contraintes mesurables. Le coût financier est élevé, mais il est comparé à un coût alternatif, celui d'une insécurité persistante, des routes coupées et d'une confiance publique érodée. Le récit insiste sur ce calcul implicite plutôt que sur une promesse de gain spectaculaire. Il faut toutefois noter les limites. Les chiffres ne garantissent ni succès durable ni stabilité automatique. Ils indiquent une capacité potentielle, pas une performance assurée. La maintenance, la discipline et l'intégration régionale restent des variables critiques. C'est précisément pour cela que le financement national est mis en avant. Il crée une responsabilité directe. Lorsque les fonds proviennent de ressources propres, l'échec n'est plus imputable à un partenaire extérieur. Ainsi, la preuve quantitative ne sert pas à glorifier une dépense mais à éclairer un changement de logique. Le point de référence est celui d'une dépendance, délai, conditionnalité. Et le changement majeur tient à un paiement souverain, intégration rapide. Contrôle local, les chiffres ne racontent pas toute l'histoire, mais ils suffisent à montrer pourquoi ce choix a été jugé rationnel dans le contexte décrit. La première objection sérieuse avance que ce choix accroît une dépendance nouvelle. En remplaçant des partenaires occidentaux par un fournisseur chinois, le risque serait simplement déplacé, non éliminé. Les critiques soulignent la maintenance à long terme, la disponibilité des pièces et l'éventuelle asymétrie d'information. Dans cette lecture, la souveraineté affichée masquerait une vulnérabilité future, liée à des chaînes d'approvisionnement externes difficiles à substituer rapidement. La seconde objection porte sur l'escalade régionale.
Introduire des capacités plus crédibles pourrait provoquer des réactions adverses, attirer des pressions diplomatiques ou justifier des sanctions. Certains observateurs estiment que la dissuasion peut être mal interprétée, surtout dans un environnement déjà instable où des signaux ambigus peuvent transformer un gain tactique en spirale de méfiance. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, le récit apporte des éléments de réponse. D'abord, la dépendance est relativisée par la diversification et par le financement national. Payer sans prêt et intégrer formation et maintenance dès l'origine réduit l'effet d'enfermement contractuel. Ensuite, la livraison décrite n'est pas une accumulation de plateformes isolées, mais un système pensé pour fonctionner localement. Cela ne supprime pas le risque, mais il est internalisé plutôt que délégué. Sur l'escalade, le texte insiste sur la posture défensive. La portée et la coordination sont présentés comme des facteurs de crédibilité, non d'agression. L'objectif est de modifier le calcul de l'adversaire, pas de multiplier les engagements. Dans cette logique, la dissuasion vise à réduire la fréquence des incidents à condition que la discipline et le contrôle politique soient maintenus. Enfin, l'argument clé concerne l'alternative. Le récit ne compare pas ce choix à un idéal, mais à une situation antérieure marquée par des délais, des conditionnalités et une insécurité persistante. Sous Ibrahim Traoré, la décision est décrite comme un arbitrage entre risques connus et risques assumés. La réponse n'affirme pas une garantie de succès, elle affirme une responsabilité directe. C'est cette responsabilité, plus que le matériel, qui constitue le cœur de la réplique aux critiques. Ce constat marque le point médian du récit. Jusqu'ici, l'analyse portait sur une décision nationale, ses coûts et ses risques. À partir de ce moment, l'échelle s'élargit. L'événement n'est plus seulement burkinabé, il devient référentiel. Le texte source montre comment une livraison discrète se transforme en signal stratégique, observé bien au-delà des frontières. Le changement n'est pas quantitatif, il est structurel. Qui décide, avec qui et à quel rythme? Sous Ibrahim Traoré, la décision cesse d'être l'exception silencieuse pour devenir un précédent. D'autres acteurs régionaux commencent à raisonner autrement. La question n'est plus qui nous protège, mais comment coordonner ce que nous pouvons désormais produire. Ce déplacement est subtil mais décisif. Il transforme une acquisition en pivot doctrinal. Le récit souligne que cette bascule ne repose pas sur un discours triomphal. Elle s'opère par imitation prudente, par échange technique, par discussion sur la mutualisation et la coordination. L'attention se déplace des capitales extérieures vers des capitales régionales. Ce n'est pas encore une alliance formelle, mais un champ de possibles s'ouvre. À ce stade, la dette de curiosité posée plus tôt se précise. Si le centre de gravité a changé, alors les conséquences ne seront pas uniformes. Elles toucheront différemment les États, les forces armées, les économies locales et les populations. La suite détaille ses effets concrets, là où la doctrine rencontre la réalité. Pour les États, la première conséquence est institutionnelle. La décision décrite impose une responsabilité accrue. Financer, coordonner et maintenir des capacités sans intermédiaire extérieur signifie aussi assumer seuls les succès comme les échecs. Sous Ibrahim Traoré, le récit souligne que cette responsabilité modifie la manière dont l'appareil d'État se perçoit. La sécurité n'est plus un dossier partagé, mais une fonction centrale, directement liée à la crédibilité politique. Cette centralité renforce l'autonomie décisionnelle tout en exposant davantage aux jugements internationaux. Pour les forces armées, l'effet est opérationnel et psychologique. L'accès à un ensemble cohérent de capacités combiné à la formation associée change le rapport au terrain. La coordination accrue
réduit la dépendance à des appuis externes et raccourcit les chaînes de décision. Et le texte insiste sur un point précis. La dissuasion repose moins sur la multiplication des engagements que sur la capacité à répondre vite et de manière crédible. Cette évolution augmente la confiance interne, mais elle exige aussi une discipline renforcée, car l'erreur n'est plus diluée dans un cadre multinational. Pour les économies locales, les conséquences sont indirectes mais sensibles. La sécurisation relative des axes et des zones d'activité influence la circulation des biens et des personnes. Le récit n'évoque pas de transformation immédiate, mais il suggère un changement de climat. Lorsque les routes deviennent plus prévisibles, même imparfaitement, les marchés fonctionnent mieux. Les coûts logistiques baissent et l'incertitude recule. Ces effets restent fragiles et dépendants de la durée. Mais ils illustrent comment une décision militaire peut produire des retombées civiles. Enfin, pour les populations, l'impact est avant tout perceptif. Le texte insiste sur la dimension psychologique. Passer du statut de bénéficiaire passif à celui de participant à une sécurité produite localement. Sous Ibrahim Traoré, cette perception est décrite comme un facteur de confiance, non comme une promesse de paix immédiate. Les habitants ne mesurent pas la souveraineté en kilomètres de portée, mais en trajets quotidiens possibles, en marchés ouverts et en écoles accessibles. Ces quatre niveaux ne convergent pas automatiquement. Le récit souligne leur tension. Une posture étatique plus affirmée peut susciter des pressions extérieures. Une armée plus autonome doit prouver sa retenue. Une économie peut bénéficier d'un climat plus stable tout en supportant le coût budgétaire de la défense. Et la population reste attentive aux résultats concrets. C'est ici que la question posée au midpoint trouve un début de réponse. Le changement de centre de gravité ne crée pas une solution unique, mais une série d'effets différenciés. La livraison nocturne cesse d'être un symbole abstrait. Elle devient un ensemble de conséquences tangibles, mesurées différemment selon ceux qui les vivent. Si la trajectoire actuelle se maintient, l'effet principal sera la normalisation. Les capacités livrées continuent d'être intégrées, la formation se poursuit et la coordination régionale progresse sans annonce spectaculaire. La sécurité ne s'améliore pas partout, mais elle devient plus prévisible sur certains axes. Dans ce scénario, le bénéfice majeur est la réduction de l'incertitude opérationnelle. La condition clé reste la discipline. Sans elle, la crédibilité acquise se dilue. Dans une version optimiste des événements, si les mécanismes de coordination s'approfondissent et que la mutualisation régionale se structure, l'effet peut devenir multiplicateur. Les échanges d'informations s'accélèrent, les exercices conjoints améliorent l'interopérabilité et la dissuasion gagne en cohérence. Les pressions extérieures persistent, mais elles sont compensées par des résultats visibles sur le terrain. Dans ce cas, la sécurité cesse d'être un poste défensif isolé pour devenir un levier de stabilité économique locale. Ce scénario suppose une gouvernance claire, des règles d'engagement strictes et une communication factuelle. À l'inverse, dans un scénario pessimiste, si, au contraire, des incidents mal maîtrisés surviennent, ou si la charge budgétaire devient politiquement contestée, la dynamique peut s'inverser. Une erreur opérationnelle, une perception d'opacité ou des tensions internes suffisent à fournir des prétextes à l'isolement diplomatique. Les capacités restent, mais leur usage est entravé par la méfiance. Dans ce cas, l'investissement initial pèse sans produire l'effet dissuasif attendu. La sécurité redevient un facteur de polarisation. Ces trois scénarios ne sont pas des prédictions, mais des conditions. Si la discipline, la transparence et la coordination progressent, alors la crédibilité s'installe. Si elle recule,
alors la dissuasion se fragilise. La recommandation de lecture est simple, ne pas confondre l'acquisition avec l'issue. La période à venir testera moins la puissance que la capacité à gouverner cette puissance. C'est là que se jouera l'écart entre un tournant durable et un épisode isolé. À ce stade, le récit rejoint directement l'expérience du public. Les décisions décrites ne restent pas au niveau des états majors. Elles redescendent vers des réalités quotidiennes. Pour les travailleurs et commerçants, la question est simple. Les trajets deviennent-ils plus réguliers, les délais plus prévisibles, les coûts moins volatiles? Le texte suggère que même une amélioration partielle peut modifier des comportements, relancer des échanges et réduire l'autocensure économique liée à la peur. Pour les familles, l'effet est plus diffus mais tout aussi réel. La sécurité n'est pas perçue comme une doctrine, mais comme la possibilité d'envoyer les enfants à l'école, de tenir un marché ouvert, de circuler sans escorte improvisée. Ces signaux faibles comptent davantage que les annonces officielles. Ils expliquent pourquoi la perception publique devient un indicateur central du succès ou de l'échec. Pour les jeunes soldats, l'enjeu est identitaire. Opérer avec des capacités décidées et financées localement change le rapport à la responsabilité. Le récit insiste sur un point. Cette autonomie n'est pas un permis d'agir sans contrôle. Elle exige une discipline plus stricte, car l'erreur n'est plus imputable à un cadre extérieur. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré est rappelée comme symbole de cette exigence. La force n'a de sens que si elle est contenue par des règles claires. Deux gestes prudents émergent implicitement. D'abord, mesurer les résultats sur des critères concrets et pas sur des discours. Ensuite, maintenir un espace de débat civil, même en contexte sécuritaire tendu. Pour le public, la question n'est pas d'approuver ou de rejeter un choix géopolitique, mais d'observer s'il améliore réellement la vie ordinaire. Ce passage recentre l'analyse. La souveraineté n'est crédible que si elle se traduit en bénéfices perceptibles. Sans cela, elle reste un concept lointain, déconnecté de ce qu'elle prétend protéger. Le récit propose implicitement une feuille de route en 4 étapes, centrée sur la responsabilité plutôt que sur l'expansion. D'abord, l'intégration. Les capacités livrées doivent être pleinement intégrées aux chaînes de commandement existantes avec des règles d'engagement claires. Le qui est explicite, états-majors nationaux et unités opérationnelles. Le quand est immédiat. On peut le mesurer par délai de déploiement et cohérence des exercices Carodes conjoints. Ensuite, la discipline et la formation continuent. Au-delà de la prise en main initiale, la formation devient un processus permanent. Le texte insiste sur la maintenance et l'éthique opérationnelle. Ici, le qui inclut des officiers formateurs et des structures de contrôle interne. On peut le mesurer par taux d'incident, conformité aux procédures et retour de terrain vérifiable. Puis, la coordination régionale. L'effet recherché dépasse l'échelle nationale. Les mécanismes de partage d'informations et de réponses conjointes doivent être formalisés. Le quand se situe sur plusieurs mois à mesure que la confiance s'installe. On peut le mesurer par fréquence des échanges, rapidité des réponses coordonnées, réduction des zones grises transfrontalières. Enfin, la transparence publique, c'est le volet le plus sensible. Rendre compte des dépenses, des opérations et des résultats conditionne la légitimité. Sous Ibrahim Traoré, le récit souligne que cette étape n'est pas accessoire. On peut le mesurer par rapport régulier, communication factuelle et capacité à reconnaître les erreurs. Cette feuille de route ne promet pas l'absence de risque. Elle définit un cadre pour les gérer. Le message clé est simple. La souveraineté ne se maintient pas par l'acquisition seule, mais par une gouvernance mesurable. C'est à ce prix que la crédibilité sécuritaire peut durer au-delà de l'effet initial. Le récit revient alors à l'image initiale,
celle d'une nuit silencieuse et de convois anonymes. Ce détail, presque banal, devient un motif. Ce qui comptait n'était pas le bruit des moteurs, mais ce qu'il remplaçait, des années d'attente, de promesses différées et de décisions prises ailleurs. En refermant la boucle, le texte suggère que la vraie rupture n'est pas matérielle mais mentale. Sous Ibrahim Traoré, cette rupture est présentée comme une exigence plus que comme un triomphe. Posséder des capacités crédibles oblige à une retenue constante. La force acquise doit être tenue, expliquée, justifiée. Sans cela, elle se retourne contre ceux qui la détiennent. Le récit insiste sur ce point avec sobriété. Le pouvoir ne fonde pas la légitimité, il la met à l'épreuve. Le rappel émotionnel ne glorifie pas l'armement. Il met en avant une idée plus fragile, la confiance. Confiance des soldats envers leurs institutions, confiance des citoyens envers l'État, confiance régionale entre partenaires soumis aux mêmes pressions. Et à cette confiance peut croître ou se dissiper selon les choix quotidiens. La phrase clé qui s'en dégage tient en peu de mots. La souveraineté commence après l'acquisition. Elle commence dans la manière de gouverner ce qui a été obtenu. Le récit prépare ainsi la sortie. Si cette discipline se maintient, l'épisode nocturne restera un point de départ. Sinon, il ne sera qu'un souvenir chargé de promesses non tenues. À ce point, le récit ne cherche pas à conclure par une certitude, mais par une invitation à réfléchir collectivement. Ce qui s'est joué dépasse un pays et un contrat précis. Il s'agit d'une manière nouvelle de poser la question du choix. Choisir ses partenaires, choisir son rythme, choisir d'assumer les conséquences. Dans un monde où la sécurité est souvent racontée par d'autres, ce déplacement mérite d'être observé avec attention, sans réflexe d'adhésion ni de rejet. Pour les sociétés concernées, l'enjeu n'est pas seulement de savoir qui fournit l'équipement, mais comment le pouvoir ainsi acquis est exercé, contrôlé et expliqué. Pour les observateurs extérieurs, la question est tout aussi simple et exigeante. Que signifie dialoguer avec des États qui ne demandent plus la permission, mais demandent sans le respect? Le récit laisse donc une interrogation ouverte. Si la souveraineté se construit désormais par l'action assumée plutôt que par l'attente, quelles règles communes doivent émerger pour éviter que cette autonomie ne se transforme en isolement ou en abus? La réponse n'est pas écrite d'avance. Elle dépendra des choix faits aujourd'hui et de la capacité à maintenir un dialogue lucide là où, trop longtemps, il n'y avait que des prescriptions unilatérales.